Bonjour à tous, je suis Denisa Kelly, médecin gériatre et nutritionniste de formation et actuellement chef de clinique en nutrition. Vous m'entendez? Ok, un peu, voilà. Et actuellement, je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou dans un service de nutrition où on s'occupe principalement de l'obésité. C'est un centre spécialisé de l'obésité. On s'occupe de l'obésité avec les traitements médicamenteux, la chirurgie bariatrique. Et là vous m'entendez? Ok, très bien. Je vais aujourd'hui essayer de vous aborder ce sujet, l'obésité de la personne âgée, la dénutrition masquée, qui est deux pathologies qui peuvent être coexistantes en fait, chez la même personne. Paradoxal en apparence, mais très réel et très en pratique. Donc, pour commencer, en fait, je vais vous poser une question. Vous recevrez un patient de 78 ans en consultation avec un IMC à 31 et qui vous dit qu'il mange normalement selon lui. Est-ce que vous pensez à chercher à la dénutrition? Donc, alors, pour le contexte épidémiologique de la dénutrition a été cité par Dr Sanchez, mais voilà. En France, plus de 3 millions de personnes sont concernées par la dénutrition. Parmi les personnes âgées, une personne sur 7 est dénutrie à domicile. Et 50% des patients âgés hospitalisés le sont. Et un résident sur 4 en unité de soins de longue durée. Les conséquences, vous les connaissez, les chutes, les fractures, les infections nosocomiales, les hospitalisations prolongées, la part d'autonomie sur les ADL, IADL et un risque de mortalité qui est multiplié par 5. La dénutrition génère un cercle vicieux, elle fragilise, la fragilité favorise les épisodes aigus et qui aggrave la dénutrition. Donc ces chiffres en fait nous donnent l'ampleur du problème dans la population générale, mais elles ne capturent pas encore la situation particulière des patients en situation d'obésité qui, dans l'imaginaire collectif, sont supposés être bien nourris. Donc, c'est supposé en fait qu'on va essayer de déconstruire aujourd'hui. Donc, en 2024, l'Observatoire français de l'étude de l'obésité a publié pour la première fois une analyse détaillée, spécifiquement centrée sur les personnes plus de 65 ans, en France métropolitaine et d'outre-mer. Donc, les données sont frappantes. 59% des personnes de 65 ans et plus sont en surpoids ou en situation d'obésité. Donc, la prévalence de l'obésité proprement dite atteint 20% chez les jeunes seniors entre 65 ans et 69 ans et baisse à 14% après 80 ans. Donc, cette décroissance s'explique en partie par la surmortalité en fait, précoce des personnes qui sont en situation d'obésité. Donc, par ailleurs, la prévalence de l'obésité en fait évolue, continue à augmenter chez l'adulte, et avec le vieillissement de la population, on aura ce phénomène qui va s'amplifier. En fait, plusieurs personnes en situation d'obésité vont rentrer à un âge très avancé. Et donc, ces chiffres sont capitaux pour notre exercice quotidien, en fait, parce que la majorité des seniors que vous suivez sont en surpoids ou en situation d'obésité. Et la question de la dénutrition dans ce contexte n'est pas un sujet marginal, mais plutôt un enjeu majeur. Donc, avant d'aller plus loin, il faut dire que la définition de l'obésité a évolué au fil du temps. En janvier de 2025, la commission de l'ANSET a proposé une définition renouvelée. L'obésité est une maladie chronique caractérisée
par une accumulation excessive de masse grasse qui peuvent être nuire à la santé. Ce qui change avec la nouvelle recommandation, c'est la distinction désormais explicite en fait entre l'obésité clinique, l'obésité préclinique en fait, qui est un excès adipeux sans dysfonction organique et qui reste comme un facteur de risque en fait, qui se surajoute sur les comorbidités. Et l'obésité clinique, qui est la maladie chronique systémique avec altération fonctionnelle avérée des tissus et des organes. Et donc, cette distinction est particulièrement essentielle sur les sujets âgés, car l'IMC classique, plus de 30 souvent, il est souvent trompeur. Donc, l'étancement vertébraux et la kyphoscoliose réduisent la taille réduisent la taille et surestiment souvent l'IMC. Et à contrario, on peut avoir un IMC qui semble normal tout en ayant en fait une adiposité viscérale excessive. Donc, la nouvelle recommandation est donc d'associer l'IMC systématiquement au moins à une mesure anthropométrique complémentaire. Le tour de taille, qui est supérieur à 88 cm chez la femme ou plus de 102 cm chez l'homme, ou le rapport taille-hauteur ou le rapport taille-hanche. Si possible, le meilleur, ça aurait été une mesure directe en fait, de la masse grasse par DEXA-scan ou par appendosmétrie. Donc, d'un côté, les comorbidités classiques de l'obésité que vous connaissez bien, donc le diabète de type 2 avec un risque multiplié par 5, l'hypertension avec un risque multiplié par 3, la dyslipidémie, insuffisance cardiaque, stéatose hépatique, voilà. Fibrillation atriale, le syndrome métabolique, mais aussi d'autres complications dites mécaniques, l'arthrose, l'apnée du sommeil, certains cancers, la dépression et les chutes. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le paradoxe de l'obésité chez les sujets âgés. Certaines études ont observé en fait qu'un IMC légèrement élevé, entre 25 et 30, semblait associé à une meilleure survie chez les sujets âgés. Donc, l'hypothèse avancée, c'était que les réserves musculaires et graisseuses constitueraient une protection métabolique pour les épisodes aigus. Mais ce résultat est en grande partie lié à des biais méthodologiques parce que le plus important dans ces études, beaucoup de personnes avec un IMC bas étaient en réalité des fumeurs ou des personnes qui étaient très malades et qui perdaient du poids de façon involontaire. Donc, c'était déjà des gens déjà fragilisés qui tirent la mortalité en fait, vers le haut dans le groupe IMC normal. Et c'est ce qu'on appelle en fait en statistique les biais de causalité inverse. Et autrement dit, en fait, ce n'est pas l'obésité qui protège contre la mortalité, mais c'est le maigreur pathologique en fait qui tue. Donc, quand on corrigeait ces biais dans les études, l'avantage de la survie, ça disparaît en grande partie. Ce qui compte vraiment, c'est de dire, ce n'est pas donc le chiffre de l'IMC, mais c'est la composition corporelle, la proportion entre la masse grasse et masse musculaire. Et deux personnes avec le même IMC peuvent avoir des profils de santé médicalement différents. Et c'est précisément là que réside tout l'enjeu en fait, clinique de cette présentation. Donc, concrètement, à quelle fréquence observe-t-on cette coexistence dénutrition, obésité en France? Donc, il y a des études en France. En 2022, on a publié que on a des chiffres qui apportent une réponse nationale. Donc, environ 1,7 million
des seniors en surpoids ou en situation d'obésité seraient dénutris ou à risque de dénutrition. Donc 23% des sujets âgés en surpoids sont à risque de dénutrition, et ce chiffre augmente à 29% quand on parle des sujets en situation d'obésité. Donc par lieu de vie, 5 à 10% vivent à domicile. Environ 1 million de personnes, donc 30 à 60% sont en EHPAD, et 40 à 70% à l'hôpital dans un service gériatrique. Donc il y a une nuance de taille à avoir en tête. Pour ces données sont évaluées par un outil de dépistage, le MNA, donc j'imagine qu'on va peut-être apporter plus tard. Donc cet outil de dépistage intègre l'IMC comme un de ses critères, en fait, ce qui fait qu'un IMC élevé va rassurer l'outil, et donc là où il devrait nous alerter. Donc le MNA sous-estime structurellement la dénutrition chez les patients en situation d'obésité. Et l'algorithme de la prise en charge de dénutrition, c'est le feuille de route qu'on propose de retenir. L'outil qui est validé, recommandé pour le dépistage chez les seniors, même en situation d'obésité, reste le MNA. Donc un score moins de 12 indique un risque de dénutrition. Et après, le diagnostic, ça se fait avec les critères GLIM, que je ne vais pas rester beaucoup sur les critères GLIM parce que je vais compléter le cadre diagnostique, en fait, avec les critères de l'HAS de 2021, qui sont un peu plus récentes et qui restent la référence réglementaire française. Donc, le diagnostic de la dénutrition, le logique, ça reste le même. Dr Sanchez vous a beaucoup parlé de ça. IMC élevé pour le dépistage de l'obésité, et après l'association d'un critère phénotypique et d'un critère étiologique. Donc, sur les critères phénotypiques, on voit la perte de poids. On a plus de 5% de perte de poids en un mois, ou plus de 10% en 6 mois, ou perdre plus de 10% de son poids habituel, qu'il soit volontaire, à visée thérapeutique ou involontaire, et la confirmation de la sarcopénie avec la réduction de la masse grasse et de la fonction musculaire. Et sur les critères étiologiques, on retrouve la réduction des apports, une cause de malabsorption ou de maldigestion, ou une cause de hypercatabolisme, infection, cancer ou inflammation, chirurgie, maladie chronique. Donc pour la dénutrition sévère, les critères sont les critères de poids. Donc perte de poids plus de 10% en un mois, ou plus de 15% en 6 mois, ou plus de 15% par rapport au poids habituel. Et bien sûr, le marqueur de l'albumine, moins de 30 grammes par litre, qui est un facteur, un critère pronostic de la sévérité. Alors, au cœur de la dénutrition masquée de la personne âgée en situation âgée, se trouve ce concept clé, l'obésité sarcopénique, qui est l'association de la masse grasse excessive et d'une masse musculaire réduite. Donc, la prévalence est variable, donc, de 10 à 35% selon les études et les critères utilisés. Jusqu'ici, ils n'étaient pas toujours uniformes. Et le risque de complications est multiplié par 3 par rapport à l'obésité seule. Et donc, comment faire pour la procédure diagnostique et de l'évaluation? Donc, il y a une première étape de dépistage qui est faite par l'IMC autour de taille élevée. Et le paramètre évocateur de sarcopénie posé, c'est-à-dire la suspicion clinique, soit par des questionnaires de SARC type SARC-F, c'est des questionnaires qui sont beaucoup plus validés à la recherche, mais qui restent très peu utilisés dans la pratique, ou tout simplement avoir des symptômes cliniques de sarcopénie. Et donc les deux conditions doivent être présentes pour passer à l'étape du diagnostic.
Le diagnostic, ça se fait en 2 étapes. Donc, dans un premier temps, il faut mettre en évidence les perturbations de paramètres musculaires fonctionnels à partir de la mesure de force musculaire par un dynamomètre, un grip, ou par le test de levée de chaise. Donc, les seuils de hand grip pour les personnes âgées en situation d'obésité, il reste le même seuil, donc un seuil moins de 27 kg chez l'homme et moins de 16 kg chez la femme. Et alors que pour les tests de levée des chaises, le seuil il s'élève un peu sur le sujet âgé. Donc, le sujet sarcopénique à poids normal, on a un seuil de 15 secondes, alors que pour les patients âgés en situation d'obésité, on parle plutôt de seuil de 17 secondes. Voilà. Donc, si le critère fonctionnel suggère la présence d'une obésité sarcopénique, le processus diagnostique se poursuit avec la mesure de la composition corporelle. Et là, on fait une bioimpédance-métrie ou un DEXA-scan. Le gold standard, c'est le DEXA-scan, mais il n'est pas très accessible dans la pratique clinique. Donc, il faut monitorer la perturbation de la composition corporelle avec augmentation de la masse grasse et la réduction de la masse musculaire mesurée par DEXA ou impédance-métrie. Donc, les 2 critères de perturbation de la masse et de la fonction doivent être présents pour attester de la présence de l'obésité sarcopénique. Donc, l'obésité sarcopénique, on parle d'un degré de sévérité. Il y a un stade 1 quand il n'y a pas de complications et quand il y a la présence d'au moins une complication attribuable à l'obésité sarcopénique. On parle des maladies métaboliques, cardio-respiratoires ou l'incapacité physique. On parle de sévérité. La physiopathologie de l'obésité sarcopénique est complexe. D'un côté, on est confronté à une perte musculaire sous l'impact du vieillissement physiologique qui aboutit à une sarcopénie primaire liée à l'âge, qui est inévitable même en absence d'obésité. Donc, cette perte musculaire entraîne une réduction de la mobilité et une baisse de la dépense énergétique et une altération de la sensibilité à l'insuline. En parallèle, on observe avec l'âge une augmentation, avec l'obésité, une augmentation de l'adiposité, et notamment viscérale et ectopique, avec infiltration graisseuse du muscle. On parle de la myostéatose. Donc, ce tissu adipeux devient pro-inflammatoire. Il sécrète des cytokines comme le TNF-alpha, les interleucines 6, induisant une inflammation chronique de bas grade et une insulinorésistance. Et donc, ces mécanismes vont inhibiter par la suite les voies anaboliques musculaires et activer les voies cataboliques, ce qui va donc aggraver la perte musculaire. Et en retour, la sarcopénie va réduire l'oxydation des lipides, favorise le stockage, et ce qui va accentuer encore plus l'adiposité. Donc, on a une boucle en fait, d'auto-entretien, moins de muscles, plus de graisse, augmentation de l'inflammation et de l'insulinorésistance, et qui provoque encore moins de muscles. Donc, l'impact de l'obésité sarcopénique, c'est une synergie délétère qui aggrave la fragilité du senior, avec les chutes, augmentation des chutes et des fractures, la perte d'autonomie due au déclin fonctionnel, l'aggravation du profil métabolique et difficultés de régulation glycémique, des complications chirurgicales avec le risque périopératoire élevé et retard de cicatrisation, les hospitalisations prolongées et finalement l'augmentation significative de la mortalité de toute cause confondue par rapport à l'obésité seule. Donc, le dépistage biologique, tout patient en situation d'obésité doit bénéficier d'un dépistage complet, l'IMC, la composition corporelle, les apports protéiques,
les dosages des biologiques, des vitamines et des oligoéléments, la calorimétrie, un milieu expert. C'est vrai que la population gériatrique en situation d'obésité sont souvent déjà assez carenciées, donc en pratique clinique, on a la tendance de faire assez facilement le dépistage vitaminique pour pouvoir supplémenter les carences. Donc, faut-il faire maigrir les personnes âgées en situation d'obésité? Une question centrale, souvent très difficile à trancher. La réponse, et ça dépend. Et c'est là que l'approche individualisée prend tout son sens. Donc, les bénéfices attendus d'une perte de poids supervisée, c'est l'amélioration de la mobilité et de la capacité à l'effort, la réduction des comorbidités, le diabète, l'HTA, l'arthrose, l'apnée du sommeil, la diminution de l'inflammation systémique et de l'insulinorésistance. Mais le risque majeur, si la perte de poids n'est pas encadrée, c'est la sarcopénie iatrogène. Donc une fonte musculaire qui va accélérer les apports, qui va être accélérée si les apports protéiques sont insuffisants. Et c'est le risque principal, la fragilité osseuse aussi et la aggravation des carences micronutritionnelles. Donc l'objectif, ce n'est pas la perte de poids brut, c'est l'amélioration de la composition corporelle et de la fonctionnalité. Perdre du gras en préservant le muscle, c'est un objectif qui est radicalement différent de simplement perdre du poids. Donc la prise en charge, les deux piliers de la prise en charge. Donc l'objectif prioritaire, comme on a dit, c'est de préserver la masse musculaire et la fonction et de ne pas faire maigrir à tout prix. Les conseils nutritionnels que je pense qu'on va aborder peut-être un peu plus tard, donc j'ai mis de façon très rapide donc les apports protéiques qui restent assez élevés à 1,2 à 1,5 grammes par kilo par jour pour contrer la résistance anabolique, une alimentation équilibrée méditerranéenne, un apport suffisant en hydratation et lever les interdits pour éviter les régimes sans sel ou sans sucre strict qui pouvaient promouvoir l'anorexie. Donc l'activité, sur le plan de l'activité physique adaptée, les séances de résistance musculaire, 2 à 3 séances par semaine, par les exercices par élastique, poids légère pour lutter contre la sarcopénie, 150 minutes par semaine d'activité modérée de cardio-endurance, donc marche, vélo, natation, travailler sur l'équilibre et proprioception pour la réduction d'une chute et la rupture de la sédentarité qui consiste en se lever toutes les 30 minutes, éviter d'être assis plus de 8 heures. Donc, adresser les patients vers les structures qui font de l'activité physique adaptée, ce qui reste un outil que j'ai l'impression qui est très peu utilisé pour l'instant. 2 mots sur les traitements médicamenteux de l'obésité, les agonistes de GLP-1 et les patients en situation d'obésité. On parle de sémaglutide, liraglutide, tirzépatide ou Wegovy, Mounjaro. Ces molécules ont littéralement révolutionné la prise en charge de l'obésité ces dernières années, avec des pertes de poids de 10 à 20%. Du poids corporel, des effets de bénéfices cardiovasculaires démontrés, diminution de la mortalité. Dans la population générale adulte, c'est un tournant thérapeutique majeur, mais les données proviennent des populations plus jeunes. La population gériatrique il est insuffisamment représentée sur ces études. Donc, leur utilisation, il faut être très bien encadré. Les indications, ce serait une obésité clinique avec comorbidité, diabète, HTA, après un échec des mesures hygiéno-diététiques, bien conduites,
Et les points de vigilance spécifiques, c'est la sarcopénie iatrogène. Donc c'est le risque principal. Jusqu'à 40% du poids perdu peut provenir de la masse maigre et on peut améliorer le chiffre sur la balance, mais tout en aggravant la fonte musculaire. Donc les troubles digestifs qui ont ces médicaments en début de traitement, les nausées, vomissements, pouvant induire une déshydratation et une dénutrition chez les seniors. La nécessité en fait d'un suivi régulier de la force musculaire et de la composition corporelle que souvent se fait dans des structures qui ont des outils d'EXA et de bioimpédance-métrie. La chirurgie bariatrique, c'est peut-être très loin cette discussion, mais peut être envisagée chez les personnes âgées dans les indications très sélectionnées. Donc, en France, on s'arrête souvent à 70 ans, mais l'âge avancé seul n'est pas une contre-indication. C'est plutôt l'état physiologique, le niveau de fragilité et l'état cognitif, l'espérance de vie qui vont guider la décision. Donc le succès à long terme de ces pratiques se repose sur 3 piliers, le suivi multidisciplinaire à vie, la supplémentation vitaminique et protéique systématique et la rééducation en soins médicaux et de réadaptation efficace. Donc, je voudrais conclure par 3 messages. J'espère que vous vous en emporterez aujourd'hui. Donc, premier message, dépister l'invisible. Donc, le plus se fier au seul IMC, intégrer systématiquement dans l'évaluation du senior en situation d'obésité le tour de taille, la force musculaire ou en grippe, la bioimpédance-métrie si est disponible, un bilan biologique complet et ce qui ne se voit pas sur la balance peut être cliniquement décisif. Donc, deuxième message, cibler la qualité plutôt que la quantité. L'objectif thérapeutique n'est pas le chiffre sur le balance, c'est plutôt la préservation de la masse musculaire, de la densité osseuse et de la fonctionnalité. Voilà. La composition corporelle est la clé sur cela. Et le troisième message, qu'il faut viser l'autonomie, l'objectif ultime de toute notre prise en charge et que notre patient puisse se lever seul, marcher seul, vivre chez lui. Et donc, pas qu'il ait un IMC normal. Et donc, ensemble, je pense que nous devons passer plutôt à une médecine d'une médecine du poids à une médecine de vitalité et on peut faire ça de façon avec une coordination pluridisciplinaire en fait entre médecins, diététiciens, enseignants, APA, les assistants sociaux et les structures comme le CLIC qui facilitent les articulations au quotidien. Merci de votre attention.